Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, Monsieur Norbert Gilmez, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Vous venez d'entendre de si belles choses à mon égard que ma modestie en souffre. Cette médaille n'est pas la mienne. Je l'ai écrit au président de la République. Cette médaille est celle de toute une corporation qui a œuvré à la construction et à la reconstruction de notre pays. Cette médaille est celle des mineurs qui, en octobre 1948, décident à 90% que les décrets Lacoste sont inacceptables et votent la grève. L'État a toujours du mal à affronter des injustices passées ou présentes, d'ailleurs, parce que l'État, c'est extrêmement concret, mais ça peut être terriblement évanescent. Il faut donner de l'âme à l'État, c'est-à-dire qu'il faut des personnalités politiques qui, avec un sens profond de l'État, des vertus de l'État, des missions de l'État, des responsabilités de l'État, avec une conscience très claire de la force de l'État et de la nécessité pour les citoyens d'avoir confiance en l'État. Donc, de veiller à ce que constamment l'État projette une image de justice, de rectitude, de force protectrice, pas de force destructrice. Alors, la justice transitionnelle, c'est assez difficile à définir de manière simple. C'est, au fond, une justice de rattrapage. C'est revenir en arrière sur des crimes qui ont été commis dans le passé et qui n'ont pas été punis au moment où ils auraient dû l'être, parce que l'État, le pouvoir politique, était complice de ces crimes. Et donc on a mis en place des processus de retour en arrière. C'est à la fois donc cette justice de rattrapage et c'est aussi une justice du plus jamais ça, puisqu'il s'agit non seulement de traiter les crimes commis, mais de réfléchir sur le pourquoi de ces crimes, pourquoi ils ont été commis et quelles mesures faudrait-il adopter pour que ces crimes ne se reproduisent plus dans l'avenir. Et donc il y a cette ambivalence de la justice transitionnelle, juger trop tard mais juger quand même, rendre justice et tenter de rebâtir ou de bâtir un monde ou une société dans laquelle ce genre de crimes ne pourront plus se dérouler. La grève de 48 commence officiellement le 4 octobre 48, après un mois de discussion, de négociations sur la remise en cause du statut des mineurs par les décrets Lacoste qui ont été publiés dans le courant du mois de septembre. Et elle va durer jusqu'à la fin du mois de novembre 1948, c'est-à-dire environ 7 semaines. Les causes immédiates, c'est une série de décrets qui ont été pris pour certains en septembre, mais d'autres avaient été pris avant, qui, pour aller vite, revenaient sur des acquis, sur des avantages obtenus par les mineurs auparavant. Il y avait un salaire garanti qui correspondait au moins à un salaire normal d'ouvrier du jour. Alors, même s'ils n'avaient pas fait assez de charbon, les ouvriers touchaient ce salaire. Et on a supprimé le salaire garanti pour le mettre au salaire à la tâche carrément. Alors, s'il n'y avait pas eu de charbon, il n'y avait pas de salaire. Hein. Alors, les salaires étaient devenus 5 fois inférieurs à ce qu'ils étaient auparavant. Alors, il y avait une très grosse réclamation des mineurs. On avait des droits syndicaux de se réunir sur le lieu de travail, tout ça, il y a eu des tas de choses supprimées. Et une grosse chose, supprimée dans cette disposition du statut, la mise à pied. Moi, j'ai eu plusieurs mises à pied. La mise à pied ne pouvait être prononcée que par une commission paritaire. La direction pouvait le proposer, un ingénieur pouvait le proposer à son service, mais il fallait que la commission paritaire se réunisse. Alors là, ils ont supprimé, par décret du 18 septembre 48, je crois. On pouvait donc vous mettre à pied sans passer par la commission paritaire. Il y a eu les décrets Lacoste. Et notamment dans ces décrets, la remise au patron minier, à la direction des dégouillères, de la gestion
des risques, accidents du travail et maladies professionnelles, qui partout ailleurs sont toujours gérés, dans toutes les autres industries, sont toujours gérés par la sécurité sociale. Et là, on avait mis ça entre les mains de la direction. Alors c'est le patron qui disait si vous êtes silicosé, si vous devez être indemnisé, etc. Hein, et c'était pas facile hein, de l'obtenir. Alors là, c'était la révolution chez les mineurs. Hein. La médecine du travail qui repasse sous le contrôle des patrons des mines, des ingénieurs des mines, au lieu d'être sous le contrôle des ouvriers. Or, ça a fait des ravages avec la silicose. On a tous, enfin moi je suis pas du bassin minier, mais j'ai des tas de camarades qui m'ont raconté que quand ils faisaient une radio des poumons à la médecine, à la sécurité sociale minière, ils avaient jamais de silicose. Et si par hasard ils allaient à Lille faire une radio des poumons, on leur demandait comment ils arrivaient encore à respirer parce qu'ils avaient au moins 80% de silicose. Donc ça a été une bombe à retardement et les mineurs l'avaient tout de suite compris. Ça provoque une très grosse colère, mais une colère, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, il faut revenir un peu plus loin en arrière. Il faut revenir à l'année précédente, l'année 1947, l'année terrible, l'année des ruptures politiques et des ruptures sociales qui s'échelonnent et qui sont très dures. Il y a des grèves en 1947, y compris dans les mines, et y compris dans le Nord et le Pas-de-Calais, avec déjà une répression, avec déjà des révocations, avec déjà des poursuites. Et ces grèves de la colère de 1947 et celles de 1948 proviennent du fait que les mineurs qui ont beaucoup donné pour relancer le pays, pour relancer l'économie, pour mener la bataille du charbon, comme on disait à l'époque, ont l'impression que maintenant qu'on a retrouvé les niveaux d'extraction d'avant la guerre, eh bien, ils sont nécessaires, bien sûr, mais ils n'ont plus droit, ils n'ont plus voix au chapitre. Et alors, là encore, on revient encore en arrière, parce que avant la bataille de la production, il y a eu la résistance, et il y a eu, en particulier dans les mines, dans le Nord et le Pas-de-Calais, les grandes grèves de mai et juin 1941, les premières grandes grèves, à la fois revendicatives et en même temps patriotiques. Et tout ça, les mineurs en 1948 ont l'impression qu'on met un trait de plume et qu'on va revenir à la situation d'avant. Ce qui explique cette grève, c'est d'abord un besoin de bénéficier des efforts qui ont été fournis par les mineurs, de cet héroïsme qu'ils ont marqué pour redresser la France. La bataille du charbon, c'est quoi? C'est des mineurs qui, sur ce territoire, vont travailler 48 à 54 heures par semaine, vont accorder la moitié de leur congé payé pour travailler, vont travailler des jours fériés, vont donner du charbon à la population en prenant sur la part qu'il leur est accordée. Voilà, c'est cet héroïsme-là qui est bafoué. Il fallait produire de plus en plus au moindre coût pour pouvoir rendre le charbon rentable, quoi. Et j'ai vu justement ces mineurs avec ces marteaux-piqueurs en slip, abattre ce charbon dans la chaleur, dans la poussière. Et tous ces jeunes gaillards-là, ils n'ont pas connu leur retraite à 50 ans. Ils ne l'ont pas connue. Je peux dire que allez, 75% sont morts usés par ce travail. On travaillait comme des fous. Hein. Et quand on avait passé les 100 000 tonnes dans une fosse, on mettait le drapeau en haut du chevalet, qu'on était les premiers. Ils avaient promis, celui qui ferait plus de charbon, il gagnait à vélo. Alors, comme on allait travailler à pied, on voulait bien avoir un vélo, hein, parce que pour avoir un vélo, ils n'avaient pas de crédit comme maintenant, il fallait donner l'argent. Le CNR, le Conseil national de la résistance, a mis en place un certain nombre d'avancées de nationalisation, des statuts. Il y a eu une reconnaissance, une valorisation, une mise en valeur de la profession, notamment des mineurs. Et très rapidement, à partir du moment où notamment les communistes ont été exclus de ce gouvernement, tout ça, ça a été remis très vite en question.
En guise de réponse aux revendications des mineurs, l'État, à l'époque, a envoyé l'armée. Les troupes arrivent à 4 h du matin, Saint-Étienne. Alors il y a tout un mouvement énorme. On a ramené des troupes d'Allemagne par avion, on a ramené des troupes d'Afrique du Nord, 4500 militaires, gendarmes et CRS qui sont acheminés sur Saint-Étienne. On mobilise quand même 30 000 soldats pour les envoyer sur les bassins miniers, ce qui n'est pas rien. Et Jules Mock, qui suit depuis la place Beauvau les opérations, conduit cela véritablement comme un chef de guerre, avec des cartes, avec des plans, avec une progression étudiée au plus près, bassin par bassin, où attaquer sur les ailes est et ouest du bassin du Nord-Pas-de-Calais, qui semblent les plus fragiles socialement et politiquement, pour ensuite encercler la zone la plus dure. Et même opération dans les autres bassins, notamment ceux qui sont périphériques au Massif central. Ah, quand il y a eu des manifestations, ça n'hésitait pas. Hein. Bon, on a des exemples où il y a eu des morts. Hein. D'ailleurs, je vous l'ai mis, hein, il y a eu 6 morts. Jules Mock avait fait occuper le bassin minier de Gardanne et le bassin lorrain par les CRS la nuit précédant le départ de la grève. Et on a fait croire aux CRS qui étaient là-bas que la population lorraine était hitlérienne. Donc, première manifestation, ils ont eu un ouvrier qui était là. Ils se sont acharnés sur cet ouvrier à coups de crosse. Sur place, on l'a tué sur place comme ça à coups de crosse. Jean Sec. Son nom c'était Jean Sec. On a su ensuite que c'est parce qu'on leur avait dit que la population était hitlérienne. J'ai l'impression que c'est la seule grève au monde, c'est la seule que je connais, où on a fait marcher des chars contre les mineurs. Les CRS étaient armés. Et devant les CRS, on avait des voitures blindées qui, dans un premier temps, étaient là pour faire tomber les portes, derrière lesquelles les mineurs tenaient le puits. Ces voitures blindées qui vous arrivent dessus, c'est plus fort que des matraques. À Alès, c'est un char qui tire sur un barrage tenu par les mineurs. Bon, les mineurs l'ont évacué, mais ils tirent sur ce barrage, soi-disant pour le dégager. C'est l'armée que le ministre a envoyée avec ordre de tirer. Et ils ont tiré. Ils ont tiré à la mitrailleuse. C'est à la mitrailleuse qu'a été tué Chaptal, qui était d'ailleurs pas mineur, mais qui, à l'occasion d'une manifestation où il était venu en solidarité avec les mineurs, a été abattu. On a l'impression à Saint-Étienne de vivre une occupation, alors qu'on sort de 2 ans d'occupation, 42-44. Il y avait dans la Loire à peu près 500 Allemands au moment de l'occupation, et là on a vu d'un coup arriver 4500 militaires, peut-être plus même, et qui sillonnaient les quartiers, et donc les mineurs ont vécu un peu ce que peut-être ont vécu davantage les mineurs du Nord en 1941. Et donc c'est là qu'on voit apparaître le fameux slogan CRS-S. On ne dit pas CRS-SS, mais on dit CRS-S. Je me souviens des soldats armés qui couraient après les grévistes. Le patron de la salle hésitait d'ouvrir les portes parce qu'il avait eu des ordres de la préfecture comme quoi il ne devait pas nous donner la salle aux grévistes. Et on était donc femmes, enfants, tout le monde sur les trottoirs. Et d'un seul coup, on ne les a pas vus arriver. C'était les parachutistes, je crois, qui étaient sur des petites motos et qui ont foncé dans la foule avec les motos pour disperser tous les gens qui avaient sur les trottoirs. Alors on rentrait dans les bistrots, les gens nous ouvraient les portes et tout, pour éviter effectivement d'être blessés. Alors il y a des gens qui avaient été culbutés par les motos et tout, mais il y a eu une surprise générale parce que les collectifs de grève avaient quand même mis en place des hommes pour surveiller si effectivement ils n'arrivaient pas, mais ils ne les ont pas vu arriver. Les corons, ils sont tout autour des puits. Quand on évacue le puits, les affrontements continuent, puisqu'il s'agit d'empêcher que les mineurs reviennent. Parfois, ils reviennent.
On a le cas de puits qui ont été pris et repris 4 fois de suite. Ce n'est pas de la guerre civile, puisque en face, les mineurs ne sont pas armés. Mais néanmoins, c'est du harcèlement continu. Et ce harcèlement, il se prolonge au-delà du puits de mine, et il se prolonge dans les corons. On se bat dans les rues. Quand les gardes mobiles, quand les CRS chargent, il y a des gens qui se réfugient dans les corons, on va les chercher dans les corons. On jette des grenades dans les maisons, bien sûr. Il y a des témoignages qui nous montrent des enfants qui sont réveillés à 5 h du matin par la police, on cherche le papa, on interroge la petite qui a 5-6 ans, ça, où est ton papa? Donc il y a une pression très forte. Donc on organise aussi le départ des enfants. On a rencontré quelques enfants qui ont été placés, qui ont été protégés. Alors un certain nombre sont partis dans la région parisienne. Il y en a qui sont allés jusqu'en Angleterre. Il y en a qui sont allés jusqu'en Suisse. Donc il y a vraiment une solidarité très large dans laquelle on retrouve aussi les réseaux de la résistance. En 1948 a été organisé effectivement le départ des enfants dans la région parisienne, en Normandie, un peu partout, hein, les enfants de grévistes. Moi, je n'ai pas été pris. Alors, bon, ça ne m'a pas traumatisé pour autant. J'aurais bien voulu partir avec mes copains. Et bon, ben moi, je suis resté là. Ma femme, ce que je n'ai jamais appris, et je n'ai jamais su, je ne l'ai su qu'en 2012 ou 2013, quand elle l'a dit à Dominique Simoneau. Elle a vécu avec cette peur terrible, atroce, de mettre un enfant au monde handicapé. Parce qu'elle avait été bousculée par les flics, menacée, écrasée contre le mur. Où est-ce qu'ils sont les armes, etc., comme les autres. Et les femmes enceintes avaient subi de telles violences. Quand on est retourné prendre le puits, parce qu'on a repris le puits, là il y a eu 56 blessés CRS. Nous autres, on n'avait que des boulons, que des cailloux. Mais le matin, on avait sorti, parce qu'on n'était que 30 au piquet de grève. Eux, ils étaient une centaine. Mais après, on monte avec une manifestation de 2000 personnes, ils ont été étouffés. Et même, je vous dirais une chose, que j'étais obligé, avec d'autres camarades, de calmer cette tempête, parce qu'il y en avait qui étaient à cran. Et on disait maintenant c'est fini, arrêtez. Il y en avait 56 de blessés, il y en avait assez. Parce que, puis après, il faut regarder les peines de prison, hein. Il faut y penser à ça après. On n'y pense pas sur le coup, mais on y pense après, on y pense. Il y a eu les arrestations en masse. Les prisons dans le Nord étaient pleines. Les cellules étaient surchargées. Et quasiment, presque automatiquement, les mineurs étaient condamnés, grévistes condamnés. L'interrogatoire, de suite que on rentre en action ensemble, pas moi parce que c'est eux qui rentrent en action. Ils étaient 3 et un chef. Alors, tu connais Santel? Non. Tu connais? Non. Et tu connais personne. Et j'ai dit, il y avait 2000 personnes à la manifestation, je ne connais pas tout le monde, moi. Il faut bien avoir une répartie. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Et on recommence, je ne connais pas. Et là c'était un peu fort parce que c'était un cousin à moi, je ne connaissais pas. Mais bon, ça m'a fait rire maintenant, mais à l'époque, ça ne me faisait pas rire. Je les vois, les poings, chacun a son poing. Je fais ça et j'en prends plein la gueule. 2 coups de poing par la figure. Et le mur m'en donne un autre. Et bon, après, quand ils ont vu ça, ils m'ont dit, bon, torse nu, pas de chaussures, à genoux, les bras comme ça, et tu avances.
Et alors j'avance, je faisais le tour de la pièce. Et si j'avançais pas assez vite, j'avais un coup de matraque. C'était j'étais leur jouet, là. J'en prenais plein la gueule, comme on dit. Il y en a un qui est venu me chercher et il m'a sorti pour remettre en cellule. Mais avant de rentrer en cellule, il me dit vide-toi. Tu rentres dans le... et tu te vides. Mais c'est réel, hein? Vous vous videz, là. Vous attrapez le mur comme ça et vous vous videz. Et puis après, quand ils ouvrent là, je m'allonge sur la planche là et je ne bouge plus. J'étais dans un état second. Quand ça a été fini, on me fait rentrer au panier à salade parce qu'on me descendait au juge d'instruction. Et j'ai tous les yeux braqués de mes camarades, mais je ne leur ai pas parlé. Et eux non plus n'ont pas osé me parler. Ils n'ont pas osé me parler. Et avec le juge d'instruction, il me dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai dit « J'ai fait que... C'est pas moi, c'est eux qui m'ont fait. » Il me dit « Mais qui ?» J'ai dit « Garde mobile. » Alors, il se téléphone et quand il raccroche, il me dit « Mais vous êtes tombé en vélo, monsieur. » Alors, n'en parlons plus. Et là, on est rentré et on a couché à la gendarmerie d'Alès, dans une cave avec de la paille. Le ministre de la Justice assomme les procureurs de multiples consignes de fermeté, il y revient à plusieurs reprises. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, quand il y a des condamnations devant les tribunaux, les procureurs jugent qu'elles sont insuffisantes, ils font appel et généralement les peines sont accrues, parfois doublées, parfois triplées. Ce qui dominait surtout à l'époque dans la magistrature, c'était l'anticommunisme. Et on était revenu dans un climat de répression et bon, bah, les juges suivaient. Ça, à part quelques-uns, il faut dire qu'ils n'y ont pas été de main morte. Hein. Ça a été considérable, la répression en 1948. Quand ils ont osé faire la grève, ils ont été ramassés dans les corons et dans les mines, pareil qu'en 1941, par la police, française cette fois, et qui les a emmenés dans les tribunaux, au flag, là, ce qu'on appelle maintenant les comparutions immédiates, où ils ont défilé des fournées entières devant des magistrats qui osaient les juger, eux, anciens résistants, les magistrats qui étaient plutôt des anciens collabos. Des arrestations, il y en a eu bien plus que ce qu'on a écrit, ce qui est écrit, parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés et relâchés 3 jours après. Ils ne sont pas passés devant des juges ni devant les tribunaux. Il y en a d'autres qui ont fait de la prison, mais on ne retrouve plus les... Moi j'en connais, j'ai eu travaillé après, moi, d'autres générations, travaillé avec des gars qui ont fait de la prison. Mais ils n'étaient pas dans la prison, les mêmes prisons. Il y en avait à Avignon, il y en avait au Fort Vauban-Alès, et puis il y en avait sûrement d'autres ailleurs. Le capitaine des CRS s'est trouvé avec un mineur qui lui a pris son revolver et qui l'a mis sur la tempe, et il a dit « Tu vois, moi aussi on peut te tuer là si on veut. Hein. » Et donc ce gars, c'est un des gars, il s'appelait Cavalet-Jean, qui a fait 3 ans de prison, à Avignon, etc., comme d'autres camarades qui ont fait de la prison. Je me sentais mieux en prison que dans les mains des gardes mobiles ou des CRS. C'est sûr, je me sentais mieux en prison. Mais je n'ai pas fait pour y rester quand même. Bon, tout compte fait, 2 mois après, on se concerte et on se dit on va faire la grève de la faim. On a fait la grève de la faim, il y en a quelques-uns qui ont sorti avec ça, et nous autres, on n'a pas sorti parce qu'on avait le cas le plus délicat. C'était le plus difficile, il y avait trop de blessés. Et le verdict nous a été amené par nos avocats au Fort Vauban. Et là, bon,
La première peine que j'ai déjà dit qu'avaler 3 ans de prison ferme, c'est énorme. C'est énorme. Et nous, on se demandait où on allait aussi. Et on a été 13, c'était la grosse charrette, là, 6 mois. À Saint-Étienne, il y a plus de 400 mineurs qui ont été arrêtés. Il y en a 180 qui ont eu des peines effectives, peine à sursis ou peine de prison ferme, certains jusqu'à 3 ans de prison quand même. Alors les motifs, c'est trouble à l'ordre public. Alors il y a un motif qui fait un peu sourire, c'est vol de courant, parce que certains sont accusés d'avoir actionné les sirènes pour prévenir quand les forces de l'ordre arrivaient. Il y a toute cette atmosphère aussi assez particulière. Donc quand on a pu les identifier, on les a accusés de vol de courant. Et puis effectivement, entrave à la liberté du travail, ça c'est le grand motif. Moi, je suis allé prendre la parole sur le puits et j'ai été condamné par le tribunal pour articles 414 et 415 du Code pénal. Alors, ces articles-là, on les connaissait bien. Ma femme a été condamnée aussi. Elle a été prendre la parole devant des trieuses à la poste 4 de Lens. Et elle a été condamnée articles 414 et 415 du Code pénal. Et il y a d'autres conséquences aussi. Il y avait un certain nombre de travailleurs immigrés, ils sont français puisqu'ils viennent d'Algérie, qu'à l'époque l'Algérie et la France, mais qui vont être renvoyés chez eux sans autre forme de procès. Mon grand-père a travaillé à la mine, et puis mon père après il travaillait à la mine aussi. Et bon, il y a eu les grèves de 48. Et qu'il est parti travailler, et puis il faisait grève, il a été arrêté sur le carreau de mine. Ma mère lui avait dit de ne pas y aller, et puis il est parti quand même, il a fait sa tête, et puis il est parti. Et puis voilà, il a été arrêté, il a fait 3 mois et demi de prison. Mais ma mère, elle a toujours dit que si ma mère n'était pas française, mon père il aurait été expulsé en Pologne. Hein. C'est parce que ma mère, elle était française et puis qu'il y avait des enfants, quoi, qui étaient français. Autrement, il était expulsé. Hein. J'étais poursuivi donc pour entrave et licencié pour tel, parce que c'était très grave. Mais il n'y avait rien de prouvé, puisque le jugement n'avait pas encore eu lieu. Le jugement a eu lieu le 20 décembre. Et on nous a dit par la suite, vous avez été licencié suite aux condamnations à la prison. Vous voyez ? Alors pour moi c'était fou, hein, pour beaucoup d'ailleurs. Mon père il était délégué mineur CGT, surtout délégué sécurité dans la fosse 6 de Bully-les-Mines. En grève de 48, il a fait comme tout le monde, il a fait grève, il a été un peu instigateur aussi quelque part. Et donc, suite à toutes ces grèves, il a été arrêté et mon père a fait, contrairement à beaucoup de monde, 4 mois de prison. Vous voyez ce que ça peut donner, 4 mois de prison. Suite à ça, donc, sorti de prison, il a jamais donc réintégré les houillères, il a été licencié, séance tenante. Donc on a dû déménager de chez nous parce que, étant donné qu'on ne faisait plus partie des houillères, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Et il est parti, il a fait différents métiers jusqu'à 55, où là, le vote des mineurs a fait réintégrer mon père. Les charbonnages de France eux-mêmes, qui, en plus des sanctions pénales, ajoutent la révocation. Alors, les révocations, il y en a plusieurs milliers. Et les révocations, c'est quelque chose, dans ces bassins de mono-industrie, c'est quelque chose généralement de très grave, puisqu'on perd d'un coup son emploi, on perd aussi son logement, le délai d'évacuation et d'expulsion est de 1 mois maximum, et ensuite on est dehors. On perd le droit au charbon, qui à l'époque était le principal moyen de chauffage, qui n'est pas rien. On perd les droits acquis en matière de sécurité sociale, la sécurité sociale des mineurs étant plus intéressante que le régime général. On perd d'un coup tout ça. Donc c'est grave. Et puis à côté de ces révocations, il y a des mesures disciplinaires
qui consiste à muter les personnels, à nommer les mineurs dont la tête ne revient pas ou qui se sont montrés un peu trop agités pendant les grèves sur les filons de charbon les plus difficiles. Bref, on les envoie en quelque sorte via des bataillons d'Afrique miniers. Voilà. Et la torture, parce que j'ai dit que c'était la torture, le fait en 48 après la grève d'avoir remis au fond des silicosés qui avaient été remontés au jour sur décision médicale, de les avoir remis aux poussières. Et ça, c'est dans ma déclaration de Versailles. Et c'était vraiment du terrorisme, et là, c'était la torture. Parce que celui qu'on a remis au fond, alors j'ai donné la définition du gars qui s'en va, qui s'arrête plusieurs fois en route pour reprendre son haleine, qui sait qu'il va souffrir là au fond et qui est obligé d'y aller. Il est obligé pour nourrir sa famille. On leur a, pour certains, supprimé toute forme d'allocation. Ils n'avaient plus le droit d'être embauchés nulle part. Le bouche à oreille avait fonctionné. Il n'y a plus une entreprise du secteur qui les embauchait. Ils étaient littéralement à la rue. Ils sont délogés de leur logement. Ils vont vivre dans des abris de fortune parfois, en tout cas dans des maisons sans chauffage, sans droit à la médecine gratuite, avec des difficultés de scolarisation pour les enfants. Ma mère, elle a été mise dehors de sa maison, des maisons des mines. Je ne sais pas combien de temps qu'elle me retrouve du travail, mais je sais qu'après qu'il a fait maçon, et que ma mère, elle disait toujours qu'elle était malheureuse. Et puis mes sœurs, plutôt mes sœurs, pas moi, parce que moi je suis née après. Mais mes sœurs, elles n'ont pas eu tout ce que les autres enfants ils pouvaient avoir, parce que il y avait moins d'argent. Ma mère, elle disait oui, elle dit c'est nous qu'on a été malheureux. Parce qu'elle a toujours voulu un petit peu mon papa. Même quand il est décédé, je vais dire ça, mais ma mère, elle a même pas voulu aller avec mon père. Elle a voulu venir avec nous, parce que nous, on a fait une tombe de 6, et ma mère, elle a voulu venir avec nous et pas avec mon papa. Quand j'ai voulu reprendre le travail, il fallait se réembaucher. J'allais voir l'ingénieur, il disait, tu reviendras lundi prochain. Et puis le lundi d'après, j'ai y allé, et puis ça a duré comme ça 4-5 semaines. Quand je rentrais à la maison, je disais à ma mère, tu sais, peut-être j'aurais plus de travail. Quand on avait sorti de prison, ils nous avaient dit, dans 3 mois, on vous reprend. Seulement les 3 mois, vous savez combien ils ont duré? 26 ans. 26 ans après, je suis été repris. C'est pas un jour, c'est des jours de galère. C'est quelque chose de difficile parce que vous êtes interdit de partout et il faut faire... il ne faut pas que votre famille en porte les conséquences. Je ne pouvais pas avoir de logement. À la mine, j'étais interdit. Au réfectoire, j'étais interdit. Au lavabo, j'étais interdit. Moi et les remoqués comme moi. On s'arrêtait pour parler à un camarade. Hop, il y avait un garde qui arrivait. On était interdit de partout. Lorsque j'ai été licencié aux mines, j'ai aussi essayé de rentrer à la mairie de Mazingarbe. Il manquait quelqu'un à la mairie de Mazingarbe et il n'y avait jamais eu dans les employés de Mazingarbe quelqu'un qui avait son brevet élémentaire. Il y a le secrétaire de mairie, j'ignore ce qu'il avait. Alors, mon père avait su ça. On me fait venir à la mairie. On m'a dit, oui, ça y est, on va te prendre à la mairie. On m'explique pendant 2 jours. Le 3e jour, le secrétaire me prend avec lui dans son bureau, parce que quand on dit que j'avais le brevet élémentaire, il voulait peut-être me pousser plus vite, me faire des choses plus importantes. J'ignore. Et puis, le 4e jour, on me dit, il faut repartir chez toi. Monsieur Toulouse n'a pas voulu t'embaucher. Et Monsieur Toulouse, c'était celui qui avait été désigné par l'occupant, par Pétain,
et par Pétain, d'accord, comme maire, en remplacement des maires, puisqu'on avait désigné des personnes. Vous voyez, c'est une autre injustice que j'ai vécue là, à l'époque. Ça retentit y compris sur les jeunes générations. Là, j'ai rencontré avec mon collègue Maurice Bedoin un ouvrier, enfin fils de mineur, qui était un mineur qui était premier plan dans la mobilisation, qui était à l'époque à l'école professionnelle, donc il doit avoir 13 ou 14 ans, donc il sort de l'école professionnelle et il nous a montré son carnet, parce qu'il comme souvent les ouvriers de l'époque tenaient très soigneusement toutes leurs demandes d'embauche et leur parcours, et il a fait 24 entreprises, chaque fois sur son seul nom il a été refusé. Et donc il a fini par trouver, mais plus de 6 mois après, du travail. Donc ça aussi, c'est une espèce d'opprobre qui va régner qui va peser sur un certain nombre de noms, de familles, qui sont mises sur liste rouge. Et je suis parti travailler en usine. Et l'usine appartenait aux houillères. Ben, vous savez que je n'ai jamais eu de badge pour travailler dans cette usine. Il fallait un badge d'entrée, et j'avais jamais de badge. Alors chaque fois que je me faisais arrêter par le gardien, il me disait « Votre badge est où? Ton badge ?» Ben, je dis « Je n'ai pas, ils l'ont demandé, il va arriver, il va arriver. » En réalité, j'en ai jamais eu. Alors un jour, ils m'ont arrêté, ils m'ont ramené au chef-garde. Là, je suis arrivé dans un grand bureau, et puis j'avais jamais vu un grand cahier comme ça. Et là, il me dit « C'est comment ton nom ?» Alors je lui dis, il sort un grand cahier comme ça, noir, gros comme ça. Il s'en va dans les airs, « Rebouillat François. » Ah! Tu pourras jamais travailler ici, macho, qui dit. J'ai dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ça va me courir toujours comme ça, sans arrêt? Il dit, j'y peux rien. Il dit, c'est pas moi, c'est les houillères. À l'armée, on veut me garder. Par contre, je veux m'inscrire, je veux être gendarme. Je m'en vais à la gendarmerie de Bully et on me dit d'entrer niette. Tu peux pas. Ton père, il a un carnet, tu peux pas. J'ai jamais été gendarme. Les condamnations de 1948 avaient aussi des effets sur les droits civiques. Un certain nombre de condamnés ont perdu leur droit de vote, pour le dire clairement, mais ont pu aussi perdre les grades qui leur avaient été reconnus à l'issue de leur participation à la résistance et avec homologation dans le cadre de l'armée, et puis des décorations qu'ils avaient obtenues. C'est une injustice qui a été créée. Comme vous voyez, dégrader mon père en 51 suite à un fait civil de 48, il ne faut pas me dire que ce n'est pas une injustice. On dégrade un militaire s'il fait une connerie, quoi que ce soit, c'est un militaire, il est au sein de l'armée. Mais on ne dégrade pas 3 ans plus tard un ouvrier civil. Ça, c'est un truc que j'ai jamais admis. 7 ans après ce qu'ils ont vécu en 41, l'armée, les CRS, au nom d'un gouvernement de gauche, hein, qui licencie 3000 mineurs, hein, alors qu'ils gagnent la bataille du charbon, malgré toutes les restrictions, malgré leur faiblesse et tout, ils se sont montré que c'était avant tout des patriotes et qu'ils avaient conscience qu'il fallait sortir du charbon pour pouvoir remonter la France. On leur envoie à nouveau l'armée, la police, et puis on les licencie. La seule réponse que les mineurs ont eue sur leurs revendications, c'est la répression. C'était véritablement sur des revendications sociales et pas du tout un mouvement insurrectionnel comme le gouvernement de l'époque a voulu le faire croire pour mater par la répression ce mouvement social. On pensait qu'après le grand élan de 44-45, de la reconstruction, ce genre de choses était terminé. Donc ce que découvrent les mineurs et les ouvriers en général, c'est le retour à une politique anti-ouvrière. Je pense que ça a eu des répercussions même sur l'ensemble des mobilisations ouvrières qui se limitent généralement pendant toutes les années 50, quelquefois à 24 heures, mais généralement c'est 1 heure de débrayage en fin de journée. Donc il n'y a plus de mouvement de cette ampleur. Il n'y aura plus de grève massive dans les mines avant 1963, avant 15 ans. Il y aura des mouvements, mais épisodiques et pas généraux, entre 48 et 63. Mais il n'y aura plus de gros mouvements. Cette médaille est bien sûr celle des 3000 mineurs arrêtés, emprisonnés, jugés, condamnés, licenciés, chassés de chez eux et ostracisés par les charbonnages
réduits à la misère et leurs familles condamnées à l'infamie, au déshonneur. Cette médaille est celle de tous ceux qui depuis se sont battus pour réparer cette injustice. De la Fédération CGT Mines Charbon, qui lors de ses congrès de 1978 à 98 a rappelé que l'injustice de cette condamnation ne pouvait perdurer. De Georges Carbonnier, qui a décidé en 2004 de saisir la halde et a permis de remettre l'action de la justice au cœur de l'action. Le syndicat, dès le début, le syndicat s'est battu pour avoir une loi d'amnistie, pour commencer. Hein. Et je dirais que ça a été très difficile. À chaque fois, c'était refusé. Dans tous les cahiers de revendication, on le réclamait. Hein, on réclamait justice pour les mineurs. Mais ça ne s'est pas fait jusque 1981. Hein. Cette loi qui nous a donné un grand espoir. Et puis, il n'y a pas eu grand-chose. Toute la répression qui suit, qui accompagne les grèves, les conflits sociaux de ces années 50 et 60 devront attendre 1981 pour qu'il y ait une amnistie. Une amnistie. Là encore, pas de réhabilitation. Les mineurs de 48 sont dans le lot. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas qu'il y a eu une erreur ou qu'il y a eu faute à leur égard. Ça veut dire, bon, ça y est, le temps est passé. Notez que l'année d'après, 1982, est votée une loi d'amnistie, c'est pas la première, sur les événements d'Algérie, liés à la guerre d'Algérie, où là, en 1982, non seulement on fait une amnistie totale, il y en avait eu auparavant, mais celle de 1982 efface jusque dans les recoins, mais elle va plus loin. Elle prévoit la reconstitution de carrière des officiers qui se sont soulevés contre la République et qui sont responsables de crimes de sang, l'OS. Donc, 81, amnistie classique, large, puisqu'on efface, on remonte jusqu'en 1947, ça ne s'était jamais produit, donc de ce côté-là, il y a quelque chose qui bouge, mais on ne va pas plus loin. 1982, par rapport aux officiers félons de l'armée française, on reconstitue les carrières, on les redonne les grades et ils peuvent bénéficier de la retraite. Les mineurs n'ont pas ça. Ça a été une amnistie sans indemnisation. À l'inverse de ce qui s'est fait à la SNCF. Mais la SNCF avait un ministre communiste à l'époque. Et les camarades cheminots qui avaient été licenciés, parce qu'il y a eu aussi les cheminots, c'est des lutteurs, et ils ont subi aussi une répression assez sensible. Les camarades qui avaient été licenciés ont reçu une indemnité. Les mineurs, ça a été niette. Il est possible, alors c'est dans le texte de la loi d'amnistie d'août 81, qu'il puisse y avoir réintégration. Il ne s'agit pas des mineurs, hein, mais on prévoit dans certains cas, sous réserve d'une demande auprès du garde des Sceaux, qu'il puisse y avoir une procédure de réintégration. Certaines réintégrations auront lieu, par exemple, dans les industries d'armement, dans les arsenaux. Mais les mineurs, eux, n'en bénéficient pas. Il y a eu l'effacement des sanctions du casier judiciaire, les condamnations. Il y a eu que ça en 81. Alors que la loi, elle prévoyait la remise des droits à pension immédiatement dès la publication de la loi, donc dès le 5 août 81. Les mineurs ne l'ont pas obtenu. On a commencé à le faire tout de suite en 81 dans les autres branches nationalisées. Il y a eu des réembauchages extraordinaires chez les cheminots, tout ça. Hein. Et puis, il y a même eu des reconstitutions de carrière. Alors, la reconstitution de carrière, elle s'est faite partout. Et nous, alors les mineurs, on a attendu 1984 pour que les droits à pension soient rétablis.
Hein, alors on nous a dit c'est la loi d'amnistie. Non, la loi d'amnistie c'était 81. Et ils devaient donc les rétablir à partir de 81 et non pas de 84. Vous voyez, donc, parce qu'on a toujours voulu dire que la loi nous était appliquée. Hein. Et il y a eu que ça d'appliquer. Et la reconstitution de carrière, on nous l'a toujours refusée. En 98, si je ne me trompe pas, au congrès de Gardanne de la Fédération du sous-sol, donc Fédération des mineurs, il y a décision de reposer la question non seulement de l'amnistie pleine et entière, mais en plus de réparation. En 98, au congrès de Gardanne, j'ai été chargé de refaire par le syndicat un appel. Hein. Il y a eu des discussions, etc. Et puis c'est tombé à l'eau. On nous a toujours remis ça. On n'avait pas le droit à la reconstitution de carrière. Ils sont arrivés ici avec toute cette problématique-là. Ils ont profité du congrès en 1998 pour relancer les débats sur cette réhabilitation, puisqu'il y avait eu des soucis en 1981 et en 1984 par rapport à l'application de la loi d'amnistie. Et puis en 2004-2005, c'est M. Georges Carbonnier qui a décidé de saisir la HALD et Norbert qui s'est impliqué à ce moment-là. Et donc je l'ai suivi d'abord comme adjoint de Grenay, puis comme maire, puisqu'il est venu souvent pour utiliser les services de la mairie, pour pouvoir faire ses courriers, pour pouvoir les poster, pour pouvoir recevoir des journalistes, pour pouvoir faire vivre ce projet de réhabilitation. Il y a à la fois plusieurs générations, donc les mineurs et leurs enfants, qui se sont battus pour cette cause, mais aussi des avocats, puisque arrivés à l'âge de la retraite, ces mineurs, parce qu'ils ne pouvaient pas s'en occuper avant. On leur a souvent reproché, mais pourquoi vous avez attendu si longtemps? Mais bon, quand il s'agit en plus de préjudice causé par un État, par une violence d'État, par une discrimination d'État, c'est pas rien. C'est pas simple d'aller au combat. Nous étions très proches d'un avocat, d'un bâtonnier qui est malheureusement aujourd'hui décédé, qui s'appelait Thino Grimbach, qui avait été saisi par la HALD, aujourd'hui le défenseur des droits, d'un dossier un peu atypique puisque des mineurs avaient saisi la nouvelle organisation, la nouvelle instance visant à lutter contre les discriminations de ce dossier. Alors il l'avait accepté, il avait créé un lien très fort avec M. Carbonnier qui était l'un des mineurs et il avait mené la médiation qu'il y avait eu dans un premier temps entre les charbonnages de France et les mineurs devant la HALD. La médiation ayant connu un échec, l'ancien Thino Grimbach nous a transmis le dossier en nous donnant, si on l'acceptait, mission de saisir le Conseil de prud'homme et de voir ce que la justice pourrait dire d'un tel dossier. Donc voilà comment le dossier débute pour nous en 2006. Et je crois même que c'est le premier dossier qu'a eu la HALD. Si on réfléchit strictement comme des juristes français, on va avoir beaucoup de mal parce que les faits sont prescrits. À l'époque où on a saisi le juge, on est donc en 2007, les faits sont a priori prescrits, 1948 plus 30, ça fait 78. On arrive dans les années 80 avec l'élection de Mitterrand à une reconnaissance de l'injustice qu'avaient subi les grévistes. Et techniquement, à l'occasion de deux lois, une loi de 1984 et une loi de 2004, on accordait aux familles qui avaient subi, alors pour l'époux très souvent, le licenciement, mais également des discriminations à l'embauche parce qu'ils étaient incapables de retrouver un travail dans les régions dans lesquelles ils étaient embauchés, mais également les droits qui venaient avec le statut de mineur dont on les avait privés, eh bien ces deux lois venaient leur accorder enfin des droits et reconnaissaient qu'ils avaient subi une injustice. Et le mot, à un moment donné, de discrimination est utilisé, ou d'inégalité de traitement. Et nous, on a su joindre la façon dont la représentation nationale a formulé ses droits avec le droit de grève, qui est un droit fondamental, notamment dans la Constitution de 1946. On a obtenu gain de cause devant la Cour d'appel de Versailles, c'est-à-dire que la Cour d'appel de Versailles a reconnu que la prescription ne débutait pas en 1948 au moment du licenciement, mais au plus tard, en 2004, à l'occasion de la dernière loi. Et donc 2004 plus 30 ans nous permettait d'être recevables. Si nous avons gagné à la Cour d'appel de Versailles
C'est probablement parce qu'on a pas mal plaidé, mais c'est surtout parce que la juge a demandé, la présidente a demandé à Norbert Gilmez s'il était bien mineur et s'il souhaitait parler. Et en général, quand un juge vous demande à 20h30, 21h, au mois de janvier de 2012 ou 2013, à Versailles, après une semaine harassante, de faire des observations, ce sont des observations qui doivent durer 2-3 minutes. Bien, Norbert ne s'est pas démonté, il a plaidé son dossier comme si ses avocats n'avaient absolument rien dit, et ça pendant une demi-heure, 45 minutes. Et là, j'ai compris, on a compris, qu'il se passait quelque chose de magique, qui est probablement lié à la poésie. On a compris qu'il allait probablement se passer quelque chose. C'est-à-dire que les juges ont été pas seulement émus comme nous, mais ont compris eux aussi qu'il se passait quelque chose d'important et qu'il fallait faire quelque chose. Et les juges nous ont donné raison sur l'articulation juridique en disant la prescription n'est pas acquise, donc la discrimination est reconnue, les charbonnages sont condamnés. Voilà, ça c'est Norbert Gilmez. Et je sais qu'il interagit de la même façon avec la présidente ce jour-là de la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, mais également devant François Hollande, président de la République, et devant le président de la région Nord, devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est absolument habité par cette histoire. Les avocats avaient gagné, non pas au prud'homme, mais à la cour d'appel, une condamnation de l'État à 30 000 € en réparation des préjudices, mais ils ont perdu en cassation. Et donc, comme c'est compliqué en droit, bon, les mineurs, les ex-grévistes avaient déjà reçu leurs 30 000 € et les familles d'ayants droit, comme ils avaient perdu en cassation, l'État était en droit de leur reprendre. Il y avait eu la fameuse décision de Christine Lagarde, la même ministre, qui s'était permis de se pourvoir en cassation face à des pauvres mineurs 60 ans après pour 30 000 misérables euros, et puis donner à Bernard Tapie un préjudice moral de 45 millions d'euros. Et ça, cette différence entre les 45 millions d'euros de Bernard Tapie, juste de préjudice moral, et de ne reconnaître aucun droit moral à ces 17 familles de mineurs discriminés en 1948, voilà, tout est dit de l'inégalité abyssale de notre époque et de la sécession qu'il y a entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Malgré mes écrits par lettre recommandée à M. Le Drian et autres, on ne m'a jamais répondu. À aucun moment on ne m'a répondu. Il a fallu que je rencontre Madame Taubira à Paris, lequel je lui ai remis personnellement le dossier de M. Le Drian en main propre pour lui remettre le lendemain. Et là, on a vu, et honnêtement, c'est Mme Taubira qui a tout fait avancer. Si on ne l'avait pas eu, on n'aurait rien eu. Là, c'est le cœur et le social qui agit vers elle. Et surtout, je pense, elle a voulu, étant donné qu'elle était ministre de la Justice, je pense qu'elle voulait à tout prix faire de la justice. D'abord, c'est un amendement qui a été voté à la majorité par le Sénat, qui n'a pas été ensuite relayé par l'Assemblée nationale, mais qui a marqué un tournant. Pourquoi? Parce que Christiane Taubira, qui était dans l'hémicycle, qui défendait la position du gouvernement, me répond en disant que pour elle, le problème de la réhabilitation est réglé, que pour elle, les indemnisations ont été effectuées sous couvert de vérification juridique. Et lorsque je la rencontre quelques semaines après, à l'invitation du groupe communiste, je la ressaisis de cette question et elle prend conscience que, contrairement à ce qu'on lui avait dit ou à ce qu'elle le pensait, eh bien, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est à partir de là qu'elle va faire cette déclaration disant que la République devait réhabiliter les mineurs, reconnaître le caractère discriminatoire et abusif de ces licenciements et en tirer toutes les conséquences. Lorsque j'ai connaissance du dossier, je découvre qu'il y a la décision de la Cour d'appel qui est favorable aux mineurs, mais que la Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel au motif qu'il y a prescription. Je décide, je choisis de donner à cette affaire un angle de justice et de réparation d'injustice.
Ce qui fait qu'il peut me revenir, puisque je considère que c'est bien à moi, garde des Sceaux, qu'il appartiendrait de réparer une injustice imputable à l'État à travers des gouvernements successifs, et notamment les gouvernements de 1941, 1948 et 1952. Dans ma préoccupation de réparer une injustice, j'ai le souci d'aborder tous les aspects de cette injustice. Il y a une injustice qui a des conséquences matérielles, des conséquences financières, des conséquences sociales, des conséquences psychologiques, que personne ne sait réparer avec autant de recul, et des conséquences symboliques aussi. Il fallait pour moi évidemment apporter une réponse de dignité, de respect sur les questions matérielles et financières, tout en disant très clairement ce que j'ai assumé, de dire très clairement, nous ne réparons pas la totalité des préjudices parce que nous ne sommes pas en capacité de le faire, mais nous accomplissons un geste qui est un geste d'expression du respect de l'État vis-à-vis de la dignité des personnes en cause. Ensuite, il fallait tenir compte aussi du contexte, parce que cette réparation d'injustice, c'était évidemment des carrières qui avaient été brisées, c'était des attributs extrasalariaux qui avaient été supprimés, tels que le logement, tels que l'indemnité pour le chauffage. C'était aussi des vies familiales dont la trajectoire avait été rompue, puisque tout d'un coup, d'abord, de nombreuses familles ont dû se séparer provisoirement de leurs enfants et ont dû concevoir une autre vie familiale. Donc il fallait essayer de réparer un peu plus le souvenir et le sillage de souffrance qui restait de tout cela, en sachant que nous ne réparions pas tout cela. L'appareil d'État a été mobilisé avec tout son arsenal pour briser ces grévistes. L'armée est intervenue pendant la grève pour casser les piquets de grève et il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. L'appareil judiciaire a été mobilisé puisqu'il y a eu des décisions judiciaires prononcées et pratiquement 1 millier de condamnations et plus de 700 mineurs ont été incarcérés. La législation sociale, d'une certaine façon, a été détournée puisque ces personnes ont été licenciées de façon abusive, ce que nous reconnaissons dans la loi, que c'est un licenciement discriminatoire et abusif. Ces personnes ont été traquées, c'est-à-dire qu'on les a empêchées de trouver du travail dans la même région. Il y a eu donc cette mobilisation totale de l'appareil d'État et cette violence symbolique supplémentaire qui a consisté à dégrader des mineurs qui avaient des décorations liées à leur implication dans la résistance et certains leur grade militaire. Je tenais absolument à ce qu'on répare aussi cela. Thiénot Grimbach avait une très belle phrase pour une très belle observation pour nous amener à prendre certains dossiers. C'était les dossiers perdus-gagnés. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un dossier perdu-gagné. C'est un dossier dont on sait qu'on va le perdre juridiquement, mais qu'on va gagner politiquement. Et ça, c'est une sacrée leçon. Ça, c'est la poésie, selon moi, de Thiénot. C'est-à-dire aller sur un dossier dont on sait que juridiquement, on va le perdre, parce qu'on va y mettre toute son énergie, sa passion, sa force de conviction, parce que ça, c'est la force, a priori, de l'avocat. Et en ajoutant, j'ai vu, vous avez un joli livre sur la table, un journaliste connu qui fait un livre, un beau documentaire, une ministre de la Justice qui est particulièrement touchée par cette histoire, des socialistes en perdition dans le Nord, en recherche de légitimation, eh bien tout ça peut vous permettre, parce qu'on a perdu effectivement en cassation, on a gagné à la Cour d'appel de Versailles, mais la Cour de cassation a dit, bien évidemment, la prescription doit débuter en 1948, donc vous êtes prescrit. Mais oui, mais au moment où la Cour de cassation dit ça, nous on a gagné politiquement. Donc on a perdu juridiquement. La décision de la Cour de cassation nous renvoie à la Cour d'appel de Paris. Et sur un autre plan, on gagne, on est en train de gagner parce que Mme Taubira fait passer cette disposition qui va valider la décision de la Cour d'appel, qui va l'inscrire dans le marbre.
D'ailleurs, on sera très heureux, nous-mêmes, de ressaisir la Cour d'appel de Paris avant que la loi ne passe, pour ensuite se désister, c'est-à-dire dire, bon, maintenant, il n'y a plus d'enjeu. Ok, on est très heureux, on a perdu. On a perdu juridiquement, mais on a gagné politiquement. L'honneur, précisément, des mineurs a été réhabilité. Et donc, rien ne s'oppose aujourd'hui, selon moi, à ce que les mineurs, les ayants droit, demandent le bénéfice de la loi d'amnistie de 80 avec reconstitution de carrière. Norbert, il le dit souvent, hein, il donne des exemples sur l'application des lois. Et pourquoi le gouvernement n'applique pas ces lois? C'est lui qui les vote et il ne les applique pas. Moi, je ne trouve pas que le dossier est difficile. Hein. Non, il y a d'autres raisons derrière, il y a d'autres raisons, c'est certain. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que on nous fait payer notre comportement, alors que je considère qu'il a été dans tous les cas exemplaire, mais que on est peut-être trop revendicatif, la corporation minière ou bien quoi, je sais pas. Norbert, il continue à écrire à tous les ministres, il continue à ne pas avoir de réponse. Il a écrit à Nicolas Hulot, il a écrit au ministère de la Justice, il a écrit à la présidence de la République, il a écrit à Brigitte Macron. Je lui ai écrit à Brigitte Macron, parce qu'il paraît qu'elle répond à tout le monde. Dès l'arrivée au pouvoir de M. Macron, j'ai écrit à M. Philippe, en lui disant qu'il était nécessaire d'avancer par rapport aux dizaines d'ayants droit qui n'ont pas pu avoir d'indemnisation parce que la loi de 2005 est une loi fermée qui nécessite d'être de nouveau ouverte par un travail législatif, comme nous en avions convenu avec Mme Taubira. Il reste aussi quelques réparations financières et matérielles à effectuer. Elles sont relativement difficiles, en tout cas délicates à évaluer, mais rien ne justifie ni de la mauvaise volonté, ni du silence, ni de l'indifférence, ni un rejet d'un revers de la main. Donc la difficulté doit être affrontée. Les choses doivent être estimées. Enfin, les mineurs aujourd'hui n'ont pas à subir unilatéralement les conséquences d'un acte d'État qui était lui-même, sinon hors la loi, mais l'État est capable de faire la loi qu'il faut pour élargir son champ d'action, sinon hors la loi, en tout cas hors du droit commun tel que les citoyens, et notamment les mineurs et les ouvriers, en avaient connaissance et en avaient conscience. Donc ils n'ont pas à en subir aujourd'hui unilatéralement les conséquences. C'est-à-dire que même si la situation n'est pas aussi carrée qu'on le voudrait pour que ce soit très simple à régler, c'est dû à un acte d'État qui n'était pas si carré que cela, parce qu'on voyait l'armée contre des mineurs qui protestent pour leurs droits sociaux, leurs droits syndicaux, faire tirer l'armée de sorte qu'il y ait des morts à l'occasion d'une grève, emprisonner des centaines de mineurs pour fait de grève, ça n'est pas si carré que ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas opposer à des demandes d'être très carré. Voilà, on fait attention et puis on regarde comment on rabote les bords, comment on arrondit les angles, comment on trouve un chemin. Cette médaille n'aura pour moi sa plénitude que si toutes et tous nous sommes respectés dans nos droits. Je veux dire que ce qui a animé Georges Carbonnier, moi-même et tous les plaignants, c'est que la loi d'amnistie de 1981, revue en 1984, ne nous a toujours pas été pleinement et entièrement appliquée. Grâce à l'article 100 de la loi des finances 2015, adoptée en décembre 2014 sur proposition de Mme Christiane Taubira, il faut que toutes les réparations soient faites.
Des terroristes frappés d'indignité nationale, nous sommes devenus des victimes de l'État. Donc, appliquons la loi, rien que la loi, toute la loi. Nous ne demandons que de redevenir des Français à part entière. Au fond, il y a eu une très grosse gêne parmi les mineurs, mais dans le mouvement syndical en général, a évoqué longtemps la question de cette répression. C'est une défaite 1948. C'est une défaite cruelle. On va essayer de tourner la page et on n'en parle pas. Enfin, on y pense, mais on n'en parle pas. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est ce qui m'a peut-être un peu davantage surpris à l'écoute des témoignages, c'est que même dans les familles, on n'en parle pas. Ça, c'est plus étonnant. Mais ça dit l'ampleur, la dureté du traumatisme qui a été ressenti. Et donc, il faut que le temps passe. Il faut que, au fond, la génération de ceux qui ont connu, les générations de ceux qui ont connu ces grèves, eh bien, évacue, passe. Et à ce moment-là, leurs successeurs, mais en 98, leurs successeurs, ils sont plus très nombreux, hein, les mines sont quasiment toutes fermées. À ce moment-là, on peut revenir sur son histoire, on peut la revendiquer et on peut en avoir la fierté et dire du coup aussi, mais attendez, il y a eu une injustice, il faut la réparer. Beaucoup d'entre eux étaient résistants, surtout ceux qui avaient fait la guerre, comme le père de Pierre Rabouillat, qui s'appelait François Rabouillat, qui est un personnage magnifique, auquel j'aurais aimé rendre un peu plus hommage d'ailleurs. Et donc le fait que son père ait été dégradé de l'armée, qu'il ne l'ait appris que par sa mère sur son lit de mort, qu'il lui a caché toute sa vie, tellement c'était honteux, tellement c'était... En fait c'est ça, c'est une histoire de honte. Et le film et cette histoire, elle est mue par la dynamique de la honte. La honte qui permet de faire, quelque part, changer la loi, quelque part. Cette honte a provoqué, en tout cas, l'émotion du ministre qui a légiféré. Nos clients ou des personnes qui venaient de mourir, donc leurs ayants droit nous rappelaient ces histoires-là, avaient été des gars qui avaient fait la grève en 1941 sous les Allemands. Et dont certains avaient été d'ailleurs déportés. Donc il y avait quelque chose qui était du domaine de l'histoire qui, comment vous dire, qui en général n'a pas sa place devant un conseil de prud'homme. C'est pas rien de plaider sur des faits qui sont passés en 1948, qui ont un lien avec la reconstruction de la France, la reconstruction après la guerre, les Allemands, et cette conscience dont moi je n'avais justement pas idée, d'une résistance en 1948 qui était comme un contre-coup à la résistance de 1941. Les mineurs qui avaient été dégradés ont été remis dans leur grade, au moins ceux dont on a retrouvé les dossiers. Et là, Norbert vient d'obtenir la Légion d'honneur, donc je pense que la réhabilitation, elle passe et par les grades militaires et par cette reconnaissance individuelle, mais qui a évidemment valeur collective. Cette Légion d'honneur, elle réhabilite tous les mineurs de 1948 qui ont été arrêtés, emprisonnés et chassés de leur travail et de leur maison. Cette attribution de la médaille de la Légion d'honneur est aussi un acte de justice et de réparation. Et moi, j'ai tenu à ce qu'il apparaisse très clairement que c'est pour ses mérites, son parcours, ses actes de bravoure, ses combats, son intégrité, sa probité, que ce soit ces qualités-là qui justifient l'octroi de cette décoration, de cette médaille. J'y ai tenu. Que ce ne soit pas ni une aumône, ni une espèce de compensation, ni un geste, une libéralité. Non, c'est la reconnaissance tardive, trop tardive, des mérites de cet homme, de sa force morale, de son combat, de sa générosité. Voilà, ça n'était pas un acte charitable, c'était au contraire plutôt une contrition d'État
pour un manque de clairvoyance qui n'avait que trop duré. C'était pas un problème pécunier à la base, c'était un problème d'honneur. Donc maintenant, bon, ça, j'ai gagné. C'est bien. Comme je disais tout à l'heure, bon, il existe toujours le doute du sergent. Bon, ils l'ont remis caporal. J'ai eu un beau petit truc offert par M. Hollande, mais bon, c'est bien beau. C'est pas grave, hein, je vais le faire graver dans le marbre et je vais le mettre sur la tombe de mon père. Pour nous, le simple fait qu'il y ait une réparation, c'est aussi une reconnaissance. Et ça, c'est important. Ça rentre dans le cadre de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire la sensibilité des mineurs, ça passe par là, leur reconnaissance. Et là, c'en est une, quoi. Donc, c'est pour ça que les mineurs qui sont encore parmi nous aujourd'hui prennent ça comme vraiment une grande victoire, même si, à mon avis, elle est pas vraiment aboutie. Cette reconnaissance très tardive est importante, je pense, sur le plan moral, hein, parce que de voir ceux qui ont été accusés pour les mettre en prison, pour les révoquer, tout ça, et qu'aujourd'hui on reconnaît quand même que leur lutte a été quand même quelque chose d'important pour tous. Donc je pense que c'est pour moi très, très, très important, et puis pour l'exemple que ça donne pour d'autres. C'est une première quand même dans l'histoire sociale française qu'un État reconnaisse par une loi ses torts vis-à-vis d'ouvriers, là en plus de mineurs, qui ont fait grève. Il reste à travailler sur cette histoire. Je crois que c'est vraiment une réparation extrêmement importante, celle-là, parce que réparer des injustices, c'est aussi rétablir les victimes de ces injustices dans le récit national, dans la mémoire collective, dans la conscience des citoyens, donc contribuer à la cohésion nationale de cette façon. Donc c'est vraiment pour moi une réparation extrêmement importante et j'espère que la Commission va continuer son travail. On va en profiter pour essayer de recommencer et de retravailler avec le ministère de l'Éducation nationale et avec le ministère de la Culture. L'objectif de la Commission Norbert-Gilmé, c'est de faire d'abord découvrir la grève patriotique de 1941. Il ne faut pas lâcher, il faut qu'on continue, il faut que cette mémoire-là, elle soit active, il faut qu'on en parle partout, il faut apprendre aux jeunes ce qui s'est passé il y a 70 ans, c'est pas si vieux que ça. Hein. Il y a du travail à faire pour quand même que cette mémoire soit bien ancrée, qu'on puisse l'assurer pour les générations futures, parce que c'est quand même intéressant de connaître toute cette histoire et de faire voir que les luttes ne sont jamais terminées et qu'au bout, il y a souvent quand même des résultats. Ça nous a paru être un sujet de justice transitionnelle parce que d'abord, il s'agit d'une réhabilitation de droits fondamentaux qui ont été violés gravement et pour lesquels le gouvernement de la République a engagé un processus de réhabilitation, de retour en arrière avec la mise en place de l'amnistie, avec la mise en place de mesures d'indemnisation, avec des décisions de justice qui sont intervenues, je pense à la décision de la Cour d'appel de Versailles, avec la mise en place d'une commission chargée de réécrire l'histoire. Bref, on a tous les ingrédients de la justice transitionnelle. Ce qu'ont fait les mineurs et ce qui se passe et qui peut se passer dans notre domaine, c'est une forme de régénération de l'idée même de République et de démocratie. J'admets, en tant que régime politique, que j'ai eu tort, que les choses n'auraient pas dû se passer ainsi. Pas question de condamner qui que ce soit, parce que le temps est passé et puis parce que c'est un processus compliqué. Mais quitte à ne pas condamner, au moins rétablissons les victimes dans leur statut et rendons-leur cette justice qu'on leur a indûment ôtée. Si vous vous intéressez aux autres sciences sociales, à l'histoire, à la sociologie, à l'anthropologie, à plein d'autres sciences, vous apercevez quand même que ces lignes de fracture dans la société, elles ont des répliques en vague, de génération en génération. Et sur le plan de la discrimination, on appelle ça très souvent les discriminations structurelles, systémiques, en droit indirect, on pourrait dire aussi. Et ça, moi, c'est quelque chose qui à titre personnel, me parle beaucoup parce que dans toutes les situations de domination, dans les rapports de domination qui sont pas tempérés par le code du travail ou qui sont maintenus dans un cadre d'abus, vous pouvez être sûr que s'il n'y a pas d'action, ces inégalités, ces injustices vont s'aggraver et vont se démultiplier de génération en génération. Donc si vous posez la question structurelle
du problème. C'est un dossier qui est éminemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est éminemment actuel. La République n'est jamais à l'abri de dérives. Lorsqu'on donne trop de pouvoir à l'exécutif à travers l'état d'urgence, lorsqu'on criminalise le droit syndical, comme on l'entend aujourd'hui encore à un moindre niveau, mais comme on l'entend encore aujourd'hui, il y a danger pour la démocratie et il y a danger pour la République. Il y a cette revendication de faire en sorte que cet oubli ne s'installe pas, qu'il revienne, que la mémoire revienne. Et je crois qu'il y a vraiment cette dimension extrêmement militante, extrêmement revendicative. Au fond, la justice transitionnelle, c'est l'expression d'une certaine forme de révolte, une certaine forme de rébellion face à la justice officielle. Il y a une dimension de justice révolutionnaire dans la justice transitionnelle. Au fond, la justice transitionnelle, c'est pas de la justice révolutionnaire, mais c'est faire la révolution par la justice. C'est-à-dire venir changer une situation intolérable qui s'est installée avec souvent la complicité de l'État et venir la changer au moyen du droit. C'est le rétablissement du droit par la société contre l'État qui n'a pas voulu ni respecter, ni faire respecter, ni rendre justice.